fidélité est avant tout une question d'amour, l'amour qui nous lie et nous encourage tous les vendredis à répondre à ce rendez-vous. Bonjour à vous, très chers auditeurs. Merci de votre fidélité à Sport FM, la radio qui mouille le maillot. Merci de nous recevoir chez vous chaque vendredi à l'heure de votre émission Plateau Foot Europe. Merci également à toute l'équipe qui m'accompagne tous les vendredis et l'équipe est encore là. Ce vendredi, ils sont tous présents. On va commencer par Franck Nounyama. Bonjour, bienvenue. Merci Angelo, bonjour à toutes et à tous. Bonne année 2018. Merci, pareil. À votre droite, lui, il s'appelle Ezekiel Ayataï. Bonjour. Bonjour Angelo, bonjour à tous et on est encore là, c'est un plaisir. C'est belle suite de saison 2018, hein? Oui, on l'espère. On l'espère bien. Armel Waba, good morning, how are you today? I'm good. Ça va bien? Très bien. Ah oui, toi tu es en suvertement, bon, oui. Voilà, on ne dira pas le nom de la marque. Hein. Roméo Yeto est bien là, lui est le patron de la Liga espagnole, hein. Buenos dias Roméo. Buenos dias Angelo. Comment tu vas? Les amis, ça va bien, un peu de mouvement au niveau de la Liga, mais bon, ça va, on tient bon. On va en prendre les nouvelles tout à l'heure. Et juste à la droite du père, ah oui bien sûr, à la droite du père, parce que le père il est en blanc, en tout blanc pour ce jour. Et c'est la majesté Fifia Sogbavi. Bonjour, bienvenue. Oui, bonjour Angelo, je salue le plateau et puis je salue également toutes les auditrices et auditeurs de cette émission. Bonne heureuse année. Vous avez l'habitude de commencer avec les femmes. Hein? Oui, c'est normal. Bien en dernier commence pas ça. Pardon? Très ravissante. Bon, ça c'est la suite, on verra après. Merci. Au menu du premier numéro de 2018, la rentrée des classes en Ligue 1, en Bundesliga, la reprise en Première Ligue anglaise avec un explosif Liverpool sans Philippe Coutinho qui reçoit Manchester City. Et en Liga, le Real Madrid en difficulté attend Villarreal. Bakambu file en Chine pour 74 millions d'euros. Coutinho file au Barça. Ross Barkley, quant à lui, file plutôt à Chelsea. On fait le point de quelques transferts dans le débat des spécialistes. Le terme sportif, les questions des auditeurs en fin d'émission. Plateau Foot Europe numéro 474. Mise en onde, le grand de la maison, lui se nomme Théo Javon. Présentation, Angelo Folique. Excellente condition d'écoute à toutes et à tous. English Premier League News. Et nous commençons avec le championnat le plus suivi au monde. Nous parlons de la English Premier League avec Mr. Armel Waba. On va d'abord faire le récapitulatif des Boxing Day ou des matchs du Boxing Day qui a lieu de la 19e journée jusqu'à la 22e. Et on se rend compte que par rapport au classement, je vais parler de City, United, Chelsea, Liverpool, Tottenham et Arsenal, le Big Six. C'est Tottenham qui fait le plus gros du travail en prenant 12 points sur 12, mais Tottenham est classé seulement 5e. Oui, la faute à un début de saison un peu compliqué des Spurs, même si c'est une équipe généralement très en forme ces derniers temps. On a vu une équipe de Tottenham, comme tu l'as dit, qui a, à mon avis, une équipe qui a le plus gagné dans ce Boxing Day, 12 points sur 12 possibles. Même City, très en forme, n'a pas réalisé cette performance. City a été obligé, a été contraint à un nul face à Crystal Palace. Et encore, quelle chance, puisque à la dernière minute, City pouvait perdre ce match. Ce n'est que le pied d'Ederson qui sauve City de cette contre-performance. On peut également parler des 6 points seulement. 6 points seulement. Avant de parler du rival ou bien de l'ennemi ou bien de l'ami, meilleur ami de José Mourinho ou de Pep Guardiola, c'est selon. On va parler d'abord de cette formation également de Liverpool qui a pris 10 points lors du Boxing Day sur 12. Oui, Liverpool qui a pris 10 points. Liverpool qui a surtout réalisé un gros coup, un gros transfert, même si est-ce que le joueur arrivé vaut vraiment les 4 Vous voulez parler de Virgil van Dijk? Oui, bien sûr, l'ancien de Southampton. Oui. Mais généralement, Liverpool, on sait que cette équipe surfe sur la très grande forme de son Africain.
il faut être précis, hein, De 16 Africains. De 16 Africains. Donc de 16 Africains, mais surtout de l'Égyptien Mohamed Salah, entre-temps Ballon d'Or africain. Donc comme tu l'as dit, Liverpool c'est 10 points sur 12. On va échanger un peu par rapport à cette formation de Liverpool qui prend un certain Virgil van Dijk pour 84 millions d'euros. Est-ce, on peut dire, un début de changement du côté des Reds avec Jürgen Klopp? Oui, peut-être, mais c'est un joueur que moi je ne connais pas trop. Il faut avoir le courage de le dire. Virgil van Dijk n'est pas un de ces joueurs qui flambe et qu'on découvre tous les week-ends dans le championnat anglais, mais ce transfert vient le mettre devant les projecteurs. Si ce n'était pas un bon joueur, je ne suis pas sûr que Jürgen Klopp va conseiller ses dirigeants de débourser une telle somme pour aller chercher un défenseur. Il devient d'ailleurs le défenseur le plus cher de tous les temps. Donc je veux dire que c'est un joueur qui doit pouvoir apporter quelque chose aux Reds. Il est grand, il est en forme, il est puissant. Maintenant, est-ce qu'il va répondre à ce qu'on a mis sur lui? Donc, je pense que peut-être Jürgen Klopp a vu quelque chose en lui et compte certainement sur lui pour avoir dépensé autant d'argent pour aller chercher un défenseur. Et parlons de cette formation de City qui a calé entre-temps face à Crystal Palace. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que City aussi a des difficultés dans ce championnat, Roméo? Des difficultés, je ne pense pas, parce que City ne peut pas faire un parcours sans faute. Jusqu'à présent, pas de défaite pour les Citizens. Deux nuls, hein? Ouais, 2 nuls seulement. Sur 20 victoires. Ça, c'est très important pour Manchester City. Je crois que cette formation a su gérer certaines rencontres, soit c'est match nul, soit c'est une victoire, même si elle est possible. C'est un parcours d'un futur champion de la Ligue 1, enfin de la première ligue en Angleterre. Manchester City qui aussi, après le Boxing Day, a fait, on va dire, a su gérer ces rencontres-là pour n'avoir pas perdu de match. Ça veut dire tout simplement que Manchester City aujourd'hui a une autre vision de la chose, c'est de faire au moins un bon parcours en première ligue et pourquoi pas surfer sur cette forme-là, cette bonne forme pour aller chercher la Ligue européenne des champions. On va dire tout simplement que Manchester City a su gérer ses matchs et pour l'instant c'est bon pour Pep Guardiola et ses hommes. Et Fifi, oui. Surtout que derrière les clubs qui viennent ne sont pas aussi en très grande forme. Ce sont des clubs qui ne montent pas, qui veulent également aller chercher ce Manchester City. Et moi, je crois personnellement que c'est presque cuit en Angleterre. Vous l'affirmez? Oui, il y a 15 points de différence entre le premier et le second, entre City et puis Man U. Et ce sera compliqué quand on voit la forme de Manchester au cours du Boxing Day, quand on voit la forme de Manchester au cours du Boxing Day, on se dit que ce sera véritablement compliqué pour Mourinho et pour l'un d'aller véritablement chercher cette équipe de City. Et c'est presque fait pour moi en première ligue pour City. Maintenant, il faut que ça continue également en Ligue des Champions pour pouvoir voir cette équipe aller très loin en Ligue des Champions. Ezekiel, est-ce votre avis également? C'est presque fait pour City pour le trophée de champion cette saison en Première Ligue? Oui, je pense et je dirais même que c'est fait, je crois bien. Parce que quand on voit la forme de City, Pep Guardiola aujourd'hui, une profondeur de banc, il arrive quand même à faire tourner son équipe par moment, même si les mêmes reviennent souvent. Je pense qu'en Première Ligue, c'est fait. En plus que City a déjà joué les gros de cette Première Ligue. Oui. Donc, vous pouvez parler de United, de Chelsea, Liverpool, Tottenham. Donc je pense que ça doit se faire pour Celtic, surtout que derrière ce sont des clubs qui évoluent en dents de scie, c'est pas des clubs vraiment constants, donc je pense que City a déjà fait le plus dur et n'a plus qu'à gérer sa saison pour aller chercher ce titre. Maintenant, Mourinho a d'autres ambitions également. Et Pep Guardiola. Pep Guardiola, on va en venir à Mourinho tout à l'heure. Pep Guardiola a aussi d'autres ambitions, jouer la Ligue européenne des champions pour aller la gagner, la FA Cup et autres. Donc je pense que c'est beaucoup de chantier quand même. C'est là où peut-être ça peut devenir difficile pour cette équipe de City. Sinon, pour la Première Ligue, je pense que c'est déjà fait. Oui, Angelo, rapidement pour rebondir sur ce que disait Franck par rapport aux défenseurs recrutés par Virgil van Dijk. Oui, ça peut être un flop finalement. Souvenez-vous. Déjà. Souvenez-vous d'Eliakim Mangala, à l'époque recruté à City, de Valence à City. On nous annonçait le défenseur français comme étant le meilleur défenseur.
On a vu la suite, hein, on la connaît. Donc voilà quoi. Mangala est toujours à City, hein, je vous le rappelle. Justement, Franck, vous avez le micro. Parlons de Chelsea, le champion en titre. Est-ce peut-être une passation qui se fait? On a l'impression que Chelsea ne va pas bien cette saison. Oui, c'est difficile en Angleterre d'aligner les mêmes performances sur 2 saisons d'affilée. Vous savez que c'est le championnat le plus suivi, c'est le championnat également le plus difficile, on pourrait le dire, côté physique, côté investissement humain et au niveau énergie, ça demande beaucoup. Voilà pourquoi d'ailleurs, entre-temps, Conte parlait d'un championnat qui... il a mis en cause le calendrier. Voilà, qui ne pouvait pas gagner la Ligue des Champions. Or, il a oublié que Chelsea l'a déjà gagné, Liverpool l'a déjà gagné. Donc, je pense que c'est voilà. Donc je pense que c'est très difficile pour le technicien italien maintenant de pouvoir enchaîner, de pouvoir aligner 2 titres de champion. Et en face, il y a une équipe de Manchester City qui se met sur sa route et tout ce, j'allais dire par rapport à tout ce qu'on voit, il n'y a pas de raison que Pep et ses hommes ne gagnent pas la Ligue, la première ligue, même s'il est modeste, chaque fois on lui pose la question, il dit non, nous voulons toujours bien jouer et gagner les matchs. Il n'a pas envie de dire tout de suite on va le gagner ce titre, mais c'est fait. Donc Chelsea est un peu dans le dur et je pense que ils vont se contenter tout simplement d'être dans le top 3. Oui, actuellement ils sont 3e. Voilà, en fin de saison, c'est leur objectif. Et nous parlons et on en vient à ce grand club également d'Angleterre et d'Europe, même du monde, Manchester United, coaché par José Mourinho. Il a l'effectif, mais Roméo, il a du mal à enchaîner les bonnes performances du côté des Red Devils. Peut-être que comment est-ce que vous l'expliquez, Roméo? Le Portugais, peut-être qu'il n'a plus le secret de la première ligue. Parce il est dépassé? Oui, je dirais. Parce qu'après avoir quitté Chelsea, ses débuts au niveau de United ont été assez intéressants. Mais par la suite, on voit que Manchester United n'arrive plus à aligner de bonnes performances. Après le Boxing Day, cette équipe a perdu beaucoup de points. Ils ont pris 6 points sur 12. Voilà, ce qu'il ne fallait pas faire. Ça va être compliqué pour José Mourinho, même si aujourd'hui il court derrière Sanchez. C'est pas Sanchez seul qui peut changer la physionomie donc, de Manchester United. Je crois qu'il faut faire une croix sur la première ligue cette saison et pourquoi pas réfléchir à comment relancer les Red Devils la saison prochaine. Et Ezekiel, comment est-ce que vous analysez la position? C'est vrai, on parle de United, c'est vrai, mais qui est 2e à 15 points certes de City. Mais comment est-ce que vous voyez cette formation cette saison? United a un effectif normalement pour jouer les premiers rôles. Oui, United est 2e, c'est déjà les premiers rôles. Donc United est en train de jouer. Mais titiller véritablement City, c'est ce que Mourinho et ses hommes n'arrivent pas à faire. Mais quand on voit l'effectif de Mourinho, je pense que ça manque plus d'audace, je pense, du côté de Mourinho, qui dans les grands matchs, au lieu d'oser jouer offensivement, joue plutôt... plus défensif, qui subit, qui accepte de subir le match, ce qui ne profite pas forcément à United. On l'a vu face à City, où United avait des hommes pour jouer, ou évoluer à armes égales avec, contre City, mais ce que Mourinho n'a pas fait. Je pense que c'est ce qui joue un mauvais tour aujourd'hui à Mourinho. On a vu également United face à Liverpool. Dans ces gros matchs-là, Mourinho n'ose pas, mais il a un effectif pour. Donc aujourd'hui, moi je pense que c'est plutôt la faute à Mourinho et non à ces joueurs-là, puisque c'est lui qui décide du schéma tactique. Donc Mourinho, je pense, doit faire encore plus, c'est-à-dire jouer un football très offensif. Oui, on connaît Mourinho, si c'est pour casser l'adversaire, oui, il est très à l'aise, mais si c'est pour créer quelque chose sur le plan offensif, il est plus limité et aujourd'hui, ça ne lui profite pas. Fifi, votre analyse sur ce Manchester de José Mourinho? Oui, je pense la même chose, qu'il ne fait pas totalement confiance à ses hommes. Mais pourtant, c'est lui qui demande, je veux tel joueur et il les recrute. Bien sûr, mais comme l'a dit Ezekiel tout à l'heure, dans ses grands matchs face au Grand Club, il a tendance à rester derrière, à vouloir jouer trop défensif, comme s'il ne faisait pas confiance à ces hommes-là. Et c'est regrettable, surtout que Manchester United a l'effectif nécessaire pour aller jouer, pour aller chercher également. Mais en face, il faut reconnaître qu'aujourd'hui, City est taillé pour la première ligue, ce serait difficile. Déjà être 2e, pour Mourinho, je trouve que ce n'est pas mal. Maintenant, dans certains matchs, perdre par exemple 6 points sur 12 au cours du Boxing Day, c'est quand même énorme.
quand on veut titiller, par exemple, Manchester City, j'espère que dans l'avenir, il saura utiliser ces hommes pour aller chercher également cette première. Oui, Franck, allez-y. C'est du José Mourinho tout cru. Lorsque José Mourinho, par exemple, fait venir Samuel Eto'o, vous avez vu ce qu'il a fait avec ce joueur. Exact. Eto'o a même joué en défense. Ce n'est pas qu'il ne fait pas confiance à ses joueurs, mais il a toujours tendance à demander plus de travail défensif à ses joueurs. Je suis parfaitement d'accord avec Aïe et puis Fifi qui disent que lorsqu'il s'agit de jouer contre un gros dans la première ligue, Mourinho a tendance à se rétracter, à être derrière et à vouloir jouer sur les contres, alors que dans son effectif, il y a des joueurs taillés pour jouer sur le plan offensif et pour déranger l'adversaire. Donc depuis, vous avez vu que Mourinho a bien commencé avec des 4-0, des 3-0 et après, patatras, il marque difficilement un but. Donc je pense qu'à un moment donné, il a voulu changer un peu de philosophie, de jeu, de stratégie pour peut-être maintenir son avance et puis après, ça a tourné mal. Donc je crois que c'est du Mourinho qui n'a pas envie de développer le jeu offensif, mais être plus défensif pour surprendre après ses adversaires. Donc je crois que c'est ce qui ne réussit pas du côté de Manchester. Cette stratégie ne marche plus. On a vu dans le duel de Manchester, oui, Mourinho a attendu Pep Guardiola. Mourinho, excusez-moi, est sorti défait de cette rencontre. Ce qui dérange le plus à Manchester United, c'est qu'on n'a pas un véritable fond de jeu. Il y a pas, alors qu'il y a de super joueurs, vous prenez les Juan Mata, les Herrera, Martial, Lingard, ils sont légion, ces joueurs-là qui peuvent véritablement poser le jeu. Mais Mourinho, par sa philosophie de jeu, dénature tout simplement ces joueurs. Et le malaise est d'autant plus profond que vous voyez que Mourinho, partout où il est passé, il a toujours fait une deuxième saison extraordinaire. Oui, tout à fait, avant gagnant des trophées. À l'Inter et notamment au Real, bien il sûr. est arrivé à gagner la Liga après des années. Mais cette fois-ci, on ne semble pas voir un Mourinho qui a quelque chose à l'horizon à gagner. Et il y a une autre formation qui peine également à gagner la première ligue depuis ce 1990. On parle de... Non, Liverpool. Arsenal également à bord de rouge et blanc. 2004 pour Arsenal, 90 pour Liverpool. Parce qu'il y a un gros match ce week-end entre Liverpool et Manchester City. C'est dimanche. You will never walk alone. Vous ne marcherez jamais seul. Mais cette fois-ci, Liverpool va accueillir Manchester City sans un certain Philippe Coutinho. Le match aller, c'était le 9 septembre 2017. Victoire de City. Vous savez le score, vous vous rappelez? 4-1. Plus 1. 5-0. 5 buts à 0 pour City. Est-ce que Liverpool va renverser cette fois-ci la situation? C'est possible. Oui. C'est possible pour Liverpool. Mais ça va être compliqué pour les Reds. Puisque City, on le disait, c'est une équipe aujourd'hui très en forme. Et là, si Liverpool arrive à créer la surprise face à Manchester City, je crois que c'est mérité pour les Reds. Quand on sait aujourd'hui qu'il y a Sané, il y a Mohamed Salah, les deux Africains qui arrivent à porter Liverpool dans des moments difficiles. On peut compter sur ces deux Africains-là pour faire quelque chose. Maintenant, en face, n'oubliez pas qu'il y a également des joueurs, surtout une attaque de feu de Manchester City. On a parlé de Sergio Aguero qui ne serait pas en bon terme avec son coach. Le coach a dit non, que le joueur a toute sa confiance. Il a recommencé par jouer suite aux blessures de Jesus. Je pense véritablement que ça va être un match assez intéressant, d'autant plus que les deux formations ne ferment pas non plus le jeu. Ça va être un jeu assez ouvert. Peut-être on va voir sur ce match l'efficacité du nouveau Virgil dans la défense des Reds. C'est par là, moi je voulais commencer, parce qu'on a toujours parlé de la défense des Reds, parce que c'est une défense qui ne rassurait pas. Justement, Fifi, je vous donne un chiffre. Sur les 5 premiers au classement, Liverpool a la pire défense. Voilà, donc je me suis dit avec leur nouvelle recrue, peut-être qu'on aura la chance de voir cette nouvelle défense de Liverpool. Et si cette nouvelle défense de Liverpool arrive à tenir, Liverpool est capable de faire une surprise, dans cette rencontre. Mais
toutefois, moi je pense que City a la faveur quand même des pronostics. Franck, votre avis sur ce gros duel entre Liverpool et City? Sur le papier, rien à dire, c'est City. C'est City. Et maintenant, sur le plan psychologique, ils sont aussi devant pour avoir battu cette équipe 5-0 à l'aller. Oui. Maintenant, nous sommes en football et tout peut arriver. Tout est possible, oui. De septembre à aujourd'hui, ça fait 4 mois ou 5. Beaucoup de choses peuvent se passer dans les rangs de Liverpool. Il peut y avoir un sursaut d'orgueil pour répondre en tout cas à cet affront, à cette humiliation. Donc je pense qu'on va assister à un match assez intéressant. Maintenant, Pep Guardiola et ses hommes sont favoris. Liverpool sans Coutinho, ça le fait, Ezekiel? L'absence de Coutinho, pour moi, servirait de motivation supplémentaire pour ces joueurs de Liverpool. Oui. Parce qu'ils ne vont pas vouloir qu'on dise qu'après le départ de Coutinho, ça va mal. Donc, ils ont envie de se montrer sous leur beau jour. Mais je pense que le départ de Coutinho était déjà même anticipé avec l'arrivée de Oxlade-Chamberlain. Oui. Je pense que c'était dans cette vision. Ah d'accord, oui, l'ancien joueur d'Arsenal. Voilà, c'était dans cette vision-là qu'il a été recruté, oui. Puisque Coutinho voulait partir depuis. Donc il y a le trio Salah, Firmino, Mané qui est là aussi, qui peut valablement remplacer ou pallier à l'absence de Coutinho, parce que ça fait quand même 31 buts pour ce trio-là. C'est énorme. Et puis la grande forme de... En 22 matchs de championnat. Oui, c'est intéressant. La bonne forme de Salah, qui a marqué plus de buts que Coutinho, qui a délivré autant de passes que lui. Même en matière de dribble, il est devant Coutinho. 52 contre 35. Donc, comprenez que Salah, c'est l'homme en forme de cette équipe de Liverpool. Donc, il a son mot à dire dans ce match. Mais à l'aller, ce qui avait joué contre City, contre Liverpool, c'est que cette équipe joue l'attaque à outrance. Et malheureusement en face, dans l'équipe de City, chez les Sky Blues, on a des joueurs très rapides au milieu de terrain. Sur les contre-attaques, ça va très vite. Malgré que City arrive à posséder le ballon, sur les récupérations, c'est City qui va encore plus vite. Donc c'est ce qui a occasionné même ces 5 buts à l'aller. Donc Liverpool doit faire très attention parce que l'équipe de City ne va pas changer de philosophie. Je ne vois pas Pep accepter subir dans ce match. Donc City va jouer dans sa configuration habituelle. Donc maintenant c'est à Liverpool et à Klopp de faire le match, de jouer autrement, d'être plus équilibré. C'est vrai, Liverpool va encore attaquer, mais est-ce que l'équipe sera autant équilibrée en phase offensive? C'est la question. Et on va parler de ce joueur-là de Liverpool, le talisman de cette formation des Reds, Mohamed Salah. On va l'écouter juste derrière, on fait un commentaire là-dessus. In my mind, I want to be the best player ever in Egypt. Je veux devenir le meilleur joueur égyptien de l'histoire. Je sais quoi faire, je sais comment y arriver. Je travaille dur chaque jour pour y arriver. Pour le moment, tout se passe bien. On verra bien avec l'avenir. Et c'était son discours après le sacre de l'Égyptien au Ethiocaf Awards, meilleur joueur africain de l'année. Vous n'êtes pas du tout surpris, vous l'aviez dit, hein. Vous étiez tous unanimes ici. Et si vous suivez l'interview, il continue en disant je veux gagner 5 fois le ballon d'or. Il a dit oui, je veux le gagner 10 fois, 15 fois. Ça prouve qu'il est un pharaon. Hein. Ils ne sont pas réputés pour partager le pouvoir, les pharaons. Donc, mais rapidement, pour rebondir sur Liverpool, moi je pense que le départ de Coutinho prouve à suffisance que ce club-là a démissionné pour devenir un grand d'Europe. Décidément. Parce que vous ne devenez pas un grand d'Europe, en tout cas, vous n'aspirez pas à devenir un grand club d'Europe en laissant partir des joueurs tels que Coutinho et en recrutant derrière des joueurs qu'on ne connaît pas, même s'il y a possibilité que ces joueurs-là étalent tout leur talent par la suite. Fifi, Mohamed Salah, meilleur joueur africain de l'année? Oui, sans surprise, n'est-ce pas? Sans surprise, c'est mérité quand on voit le parcours du pharaon, aussi bien en club, où il a même été pendant un moment meilleur buteur de la première ligue. Bien sûr. Et il a su qualifier son club, bien sûr, c'est toute l'équipe qui a qualifié, mais il a été quand même imposant également en équipe nationale. L'équipe est qualifiée pour la Coupe du Monde. Et son club aussi bien représenté en Ligue africaine des champions. Je crois que c'est mérité pour ce garçon-là. Maintenant, il faut continuer de travailler s'il veut bien
aller enchaîner les ballons d'or parce que derrière, il y a des joueurs comme Sadio Mané qui envisagent aussi gagner le trophée. Romero? Oui, c'est mérité. Et puis, Mohamed Salah. Mohamed Salah, depuis l'Italie, on suit ce joueur-là. Il a changé de championnat, il reste toujours égal à lui-même. Avec Liverpool, on a vu tout ce qu'il a fait, tout le bonheur, tout le bien qu'il a fait au Reds. Et en équipe nationale, on n'en parle plus. C'est un joueur assez intelligent, très talentueux également, qui, en dehors du terrain, qui se comporte bien. Jusqu'à présent, on n'a jamais écouté les dérives de Mohamed Salah, les frasques de Mohamed Salah. Ça veut dire tout simplement que c'est un joueur conscient qui sait ce qu'il fait. Et s'il veut gagner le ballon d'or africain pendant plusieurs années, c'est bien. Maintenant, il faut lorgner le ballon d'or européen pour ne pas dire mondial. Donc, Lunyama, actuel deuxième meilleur buteur de première ligue, à une unité d'Harry Kane. Il n'y a rien à dire, c'est un joueur sobre. Ce n'est pas un joueur bling-bling comme tous les autres. Il s'est effacé, il fait le travail sur le terrain. Vous allez voir Fiorentina, Chelsea, AS Roma, Manchester, je veux dire Liverpool. Voilà, donc c'est un joueur qui sait ce qu'il veut et il est en train de l'afficher. Avec un centre de gravité assez bas, il s'accroche à la pelouse et il va très vite. Et il fait vraiment des merveilles sur les stades anglais. Je crois que il n'y a rien à dire sur ce joueur. Il a travaillé, il a flambé, il a étonné plus d'un. Il a mérité. Donc, il a mérité, rien à dire. Donc Mané, oui, mais il a été trahi par des blessures, par quelques contre-performances. Et je crois que logiquement, l'Égyptien méritait quand même de gagner ce titre et il a gagné. Ézéchiel, votre avis là-dessus? C'est tout mérité pour Mohamed Salah. On s'y attendait. Déjà, ce qu'il a fait en sélection, c'est énorme. L'Égypte qui a joué la finale de la CAN, l'Égypte qualifiée pour la Coupe du Monde. Après 28 ans d'absence. Sous l'impulsion justement de ce joueur-là. Donc c'est déjà mérité. Et en club, ce qu'il fait, c'est tout simplement hallucinant, c'est énorme. C'est lui le meilleur buteur de son club et le deuxième meilleur buteur de la première ligue, c'est pas donné. Et c'est le joueur qui crée le plus d'occasions au niveau de Liverpool, 35 occasions créées depuis le début de cette saison. Le joueur qui réussit plus de dribbles également. Donc je pense que c'est un joueur essentiel dans cette équipe de Liverpool et donc à chaque journée de championnat il le confirme, donc je pense que pour être ballon d'or on va pas faire plus. Et la nomination de Mohamed Salah qui fait couler beaucoup d'encre et de salut du côté du Cameroun parce qu'on n'a pas vu Vincent Boubacar. Bon, ça reste un débat toujours. À chaque fois qu'il y a un ballon d'or, il y a souvent des débats autour du nominé ou bien de l'heureux élu. En tout cas, c'est à l'unanimité. On va s'intéresser rapidement au calendrier de la 23e journée de Première Ligue. Oui, le 23e acte qui démarre déjà ce samedi avec un intéressant match également. Chelsea à Stamford Bridge. Les deux récents vainqueurs du championnat. Bien sûr, qui vont s'affronter. Chelsea va accueillir Leicester. Leicester qui revient très bien avec Claude Puel. On a aussi Tottenham qui va offrir son hospitalité à Everton. Et puis dimanche, le big match Liverpool-Manchester City. Mais bien avant cela, on aura Bournemouth-Arsenal. Et lundi, Manchester United va suivre très attentionnement ce match de City. Puisque Manchester United va accueillir Stoke City. Attention, le gros perdant de ce Boxing Day. Alors en résumé, on a eu 4 journées de Boxing Day, 40 rencontres pour 113 matchs. Une seule tendance, Manchester City seul au monde. Et puis, il ne faudrait pas oublier Harry Kane. Ah oui, bien sûr. L'ouragan qui a ravagé tout sur son passage. C'est qu'en 7 buts lors de cette année civile 2017, mieux que Messi. Il faut le faire. Il faut le faire. Oui, le prince Harry. Il a dit un truc, 40 matchs. Et 137. 113 buts marqués. Depuis qu'il a dû rencontrer. Bon, merci au professeur. Il est en tout blanc. Thank you very much, Mr. Amerwaba. On va filer en Outre-Pyrénées. Salta el Madrid, salta el Barça, arranca el clásico. Está el tiempo de la Liga. Sí, buena la que recibe de Casemiro, haga la primera, gol. La Liga Espagnola, c'est vrai qu'il y a eu des matchs de Copa del Rey, le Barça, le Real Madrid, le FC Séville et tous les autres.
Oui, Roméo Yetor, on prend les nouvelles avec vous. Oui, on va s'intéresser beaucoup plus à la 18e journée de la Liga. Oui. La nouvelle, vous la connaissez depuis le week-end. Oui. C'est un nouveau match nul du Real Madrid face au Celta Vigo. Le Real qui est en déplacement justement chez Celta Vigo. À l'arrivée, c'est 2 buts partout. On a vu un très intéressant Gareth Bale qui a planté les 2 buts du Real Madrid. Le Real qui était mené dès la 33e minute, et bien Bale va égaliser à la 36e avant de mettre le deuxième but 2 minutes plus tard. Oui. Et vers la fin de la rencontre à la 82e, Gomez qui va remettre les deux équipes à égalité. Juste après, on a vu également une autre rencontre très intéressante entre le FC Barcelone qui recevait à domicile l'Levante à l'arrivée. Eh bien, les Barcelonais se sont régalés. 3 buts à 0. Messi, Suarez et Paulinho ont marqué. Atlético Madrid également sur le rythme du FC Barcelone. Oui. 2-0 passé à Retafe. Et dans cette rencontre, on a vu 2 joueurs, Costa, qui a surtout signé son retour avec une réalisation. Costa qui est à domicile, qui est à la maison maintenant, qui se sent à l'aise et qui commence par marquer, qui aujourd'hui fait le bonheur des Colchoneros, peut-être pour prêter main forte à cette équipe de Diego Costa, puisque on entend des rumeurs sur le départ du Français Antoine Griezmann, qui est, on va dire, la piste, on a un certain Football Club Barcelone qui veut avoir le joueur dans ses rangs, histoire de renforcer un peu son attaque. Les autres résultats, on va parler également de ce match nul entre Villarreal et La Corogne, 1 but partout. Leganés a battu la Real Sociedad 1-0, 5 buts à 3 en faveur de Betis Séville chez FC Séville. Las Palmas s'est incliné à domicile, 1 but contre 2, c'était devant Eibar. Victoire de Valence face à Gérone, 2 buts à 1. Et puis la défaite de Malaga à domicile, c'était contre l'Espagnol Barcelone, 0 but contre 1. Alors, nous parlons de cette rencontre entre le Real Madrid et le Celta Vigo, Fifi Assebavi. Oui, le Real qui, depuis a beaucoup de problèmes, surtout défensifs. On nous avait dit... On en vient encore une fois. Oui, on nous avait dit que le Real passait un moment qui a turbulence et que ça allait se régler après quelques journées, mais depuis le début de la saison. Oui, c'est compliqué. C'est compliqué pour le Real. Je crois que ce sera compliqué jusqu'à la fin maintenant pour le Real Madrid. Et on n'a pas vu également, nous sommes toujours dans le mercato, on ne voit pas grand-chose également arriver. Et c'est toujours ce même groupe-là qui va continuer. Moi, j'ai l'impression que maintenant, c'est difficile. Ce sera ainsi jusqu'à la fin du championnat. Et ça fait du bien au Barça qui en profite. Je crois que le Barça a encore gagné. Ils ont gagné 3-0 face à Levante. Voilà, quand Real faisait encore match nul. Et maintenant, c'est presque fait pour le Barça pour cette saison. Et peut-être que le Real doit penser maintenant à la saison prochaine, mieux se préparer pour revenir. Maintenant, la Ligue des Champions, là, le Real se montre plus déterminé en Ligue des Champions. Peut-être que le Real va se dire maintenant c'est pratiquement fait pour la Liga. Je vais maintenant me concentrer sur la Ligue des Champions. Et à cette allure-là, ce serait peut-être compliqué pour le Paris Saint-Germain, qui aura quand même son mot à dire. Quand le Paris Saint-Germain voit comment le Real se comporte en Liga, et le Paris Saint-Germain peut aussi croire, pourquoi pas, sa chance. Armel, à part le souci physique bien constaté du côté des Merengues, y a-t-il un autre problème? La fatigue, à mon avis, parce que c'est quand même un club qui enchaîne des compétitions depuis 2 ans. On parle bien sûr de beaucoup de choses, mais je crois que le Real, quoi que l'on dise, a aligné plus de matchs et à un moment, le corps se fatigue. Maintenant, outre ce problème, il y a aussi un problème de vestiaire. Aujourd'hui, le Real, c'est un entraîneur qui ne vit plus ce même amour qu'on a remarqué dès le départ. On voit que même dans le vestiaire, entre les joueurs, ce n'est pas ça. Les jeunes qui arrivent ne sont pas forcément respectueux de la hiérarchie déjà établie. On voit également que côté transfert, Zidane n'est pas en harmonie avec Pérez. Pérez qui veut par exemple Mauro Icardi en attaque en lieu et place de Benzema. Mais quand on connaît l'affinité entre Zidane et Benzema, ce n'est pas donné pour Icardi d'avoir la faveur de Zidane. Tout cela fait qu'aujourd'hui le Real traverse de moments difficiles. Mais je crois que le Real fait partie de ces clubs-là qui très rapidement
peuvent rebondir. Et c'est là où je ne suis pas d'accord avec beaucoup qui condamnent déjà le Real. Peut-être pour la Liga c'est terminé, mais attention, le Real peut rebondir à tout moment parce que c'est un club très fort, un club qui a d'énormes moyens pour très vite trouver les solutions. On a vu Barcelone quelque temps dans le doute, surtout après le départ de Neymar, mais cette année, on voit ce que fait Barcelone. Ça veut dire que c'est des clubs qui savent se régénérer très très vite. Franck Bougnama, est-ce que vous comprenez les socios de Merengue, souvent versatiles, très critiques à l'endroit des joueurs du Real Madrid? On se souvient de ce match-là dans le Classico où Karim Benzema a remplacé, était sifflé par les socios. Oui, les supporters, eux, ils ne veulent que des victoires. Quel que soit ce que vous leur avez donné dans le passé. Mais est-ce qu'ils n'exagèrent pas trop les supporters du Real Madrid? Bon, est-ce qu'on peut dire qu'ils exagèrent? C'est vrai que les joueurs restent quand même des humains et qui sont également capables d'aligner des contre-performances. On ne peut pas demander à des joueurs de très haut niveau d'aligner les mêmes performances, de gagner chaque fois les trophées, de ne pas perdre. Ça, c'est impossible. Mais lorsque vous êtes un supporter, vous voulez chaque jour que votre club gagne, que votre club aligne des performances, qu'ils répondent à vos attentes. Les attentes, c'est quoi? C'est des victoires, c'est d'aligner des points, c'est toujours être devant. C'est ce que n'arrive pas à faire actuellement le Real, qui, sur, on va dire, 2 ans, a plané. Ah oui, lorsque vous voyez les trophées, Zinedine Zidane, jeune entraîneur, qui a pratiquement tout gagné. Il a tout gagné. Et aujourd'hui, il a prolongé. Ça veut dire quoi? C'est une marque de confiance. Vous pensez? Bon, peut-être. N'y a-t-il pas quelque chose qui se cache derrière la tête de Florentino Pérez? Je ne sais pas si on veut lui mettre la pression, mais en prolongeant jusqu'en 2020, c'est que les dirigeants de la Maison Blanche disent: bon, malgré les turpitudes, malgré la zone de turbulence, nous vous demandons de continuer. Et comme Armel l'a dit, les grands clubs ne meurent pas tout de suite comme ça. On peut revoir le Real demain. C'est vrai que pour la Liga, 16 points d'avance pour le Barça. Je ne suis pas sûr que les Blaugrana vont se faire rattraper avec une telle distance. Donc Zidane, pour l'instant, à la Ligue européenne des champions, pour peut-être revenir au devant de la scène. C'est les mêmes joueurs et puis il est en train de chercher aujourd'hui la solidarité des joueurs, puisqu'il dit: nous sommes dans un bateau et personne ne va sauter. Donc vous comprenez là qu'il prend sur lui cette responsabilité de ces mauvaises contre-performances. Donc je pense aujourd'hui que c'est vrai, c'est un Real dans le doute, dans je ne sais pas ce qu'il faut dire, mais c'est possible que le Real revienne, pas pour dépasser le Barça peut-être, mais pour faire quelque chose de bien. Vous ne voyez pas le Real chercher le tour préliminaire de la Ligue des Champions? Non, je crois. En fin de saison. Ils seront deuxièmes. La chance pour le Real, c'est qu'en Espagne maintenant, même le 4e est directement qualifié pour la Ligue des Champions. Oui, mais être deuxième, ça va être difficile parce qu'il y a déjà l'Atlético Madrid et l'FC Valence. Voilà. Ezequiel, vous gardez le micro, une question. Le Real Madrid est un club très exigeant, il ne faut pas l'oublier. On a déjà envoyé un entraîneur au Real Madrid parce qu'il ne s'habille pas bien alors qu'il a gagné Vicente Del Bosque. Vous vous rappelez. Donc c'est un club. Mourinho même a été viré du Real. Voilà. C'est un club très exigeant, des supporters qui veulent la victoire, mais avec la manière. Malheureusement, aujourd'hui, il n'y a même pas la victoire pour réclamer la manière. C'est tellement difficile pour le Real. On a vu le Real la dernière fois face au Celta. C'était un match difficile où une bonne première mi-temps. Oui, mais la défense du Real a laissé des boulevards dominés sur le côté, dans l'axe. Et surtout les absences de Sergio Ramos et de Cavaral n'arrangent pas les choses. Mais ce n'est pas tout. C'est d'abord un souci collectif. C'est toute l'équipe parce que cette saison, la défense du Real est plus exposée que la saison dernière. Ça veut dire qu'au milieu de terrain, il y a aussi un petit souci. Ils sont facilement... Casemiro, Modric, Toni Kroos. Voilà, donc c'est ce qui expose cette défense-là. Parce qu'avant que le ballon n'arrive au niveau de la défense, ça passe par quelque part. Absolument. Donc c'est un problème collectif au niveau du Real. Mais aujourd'hui, il y a également un souci de confiance.
les joueurs ne sont pas en confiance. La saison dernière, même quand le Real Cristiano Ronaldo. Oui, quand le Real ne va pas bien, on arrive peut-être à gérer le match pour gagner. La dernière fois face aux Galiciens, face au Celta, quand le Real est passé devant à 2-1, je pense que le Real pouvait gérer ce match-là, mais le Real se fait rattraper. Alors que la saison dernière... Il y avait un pénalty raté dans ce match. Il y a un pénalty raté en poteau, faut pas l'oublier. Donc tout était fait pour que le Real perde ce match. Donc le Real peut même s'estimer heureux avec ce match nul-là. Alors, on va rapidement parler du Barça qui gagne 3-0 avec le retour à la compétition d'Ousmane Dembélé. Dembélé qui a fait un très bon match également. On a vu ses touches de balle. C'est un joueur qui va très Une bonne reprise pour lui. Une très bonne reprise pour Dembélé. Surtout que Coutinho ne va pas commencer tout de suite la saison avec le FC Barcelone. Donc il va profiter de ce temps-là pour se mettre encore plus en évidence. Revenant un peu sur le cas du Real Madrid. Allez-y, Roméo. Je pense que le Real Madrid aujourd'hui est en train de connaître la fin d'une phase ou bien d'un cycle. Il faut le dire, cette équipe n'est plus motivée comme il y a 2 ans parce qu'on a tout gagné. Qu'est-ce qui reste encore à gagner? Et le problème majeur du Real Madrid maintenant, c'est quoi? C'est son banc. L'équipe n'a plus ces joueurs-là valablement, qui peuvent remplacer valablement les titulaires. La saison dernière, si le Real a pu gagner et la Liga et la Ligue des Champions, c'est parce qu'il y avait un banc qui répondait au moment où Zinedine arrive. Il y a les mêmes joueurs. Lucas Vazquez, Asensio et les jeunes. Justement, ces jeunes-là, ils n'ont plus de réussite. Ils n'ont plus de réussite. Et le problème avec ces clubs espagnols, c'est qu'on n'aime pas trop aller chercher des gens ailleurs. D'accord, un conservatisme. Voilà, ce sont des conservateurs. Ils aiment plutôt utiliser les joueurs de leur centre. Au niveau du Barça également, il y a un problème là qui va peut-être sortir très bientôt parce que les supporters du Barça ne sont pas du tout contents par rapport aux dépenses effectuées pour avoir des joueurs. Même si on fait venir de bons joueurs, ils ne sont pas du tout contents parce que le Barça dépense trop. Je crois que ce qui n'est pas dans leur habitude. Voilà un petit souci du côté de l'Espagnol également. En tout cas, oui, rapidement, je pense qu'aujourd'hui, Zidane a toujours les mêmes joueurs que la saison dernière. Oui, le groupe n'a pas changé. Et je pense même qu'il vaut mieux faire confiance à ces jeunes-là qui ont plus à donner, qui ont plus envie que les anciens qui ont déjà tout démontré. Quand on prend les Isco, Asensio, Lucas Vazquez, ce sont des jeunes qui ont envie de... Oui, ils ont faim. Donc je pense qu'il vaut mieux leur faire confiance. C'est vrai, Aïe, mais il a essayé lors de la coupe, mais ça n'a pas marché. Mais la question, où est Cristiano Ronaldo? Il est là, il est en Real. D'autres résultats avec vous, Roméo Yetan? Oui, je pense qu'on va plutôt donner le calendrier, puisque les résultats... Ah oui, justement, vous l'aviez donné. Le classement d'abord. Qui garde la première place avec 48 points. Atlético Madrid, 2e, 39. 37 pour Valence, 3e. Le Real Madrid, 32 points et 4e avec un match en retard. Séville, 5e, 29 points. Getafe est 11e avec 23 points. Au niveau de la zone rouge, 18e Alaves, 15 points. 19e Malaga, 11 points. 11 points également pour Las Palmas, classé 20e. Au niveau des buteurs, Léo Messi, 16 buts, garde la première place. Aspas du Celta Vigo, 11 buts et 3e. Et puis Luis Suarez qui ferme donc le top 3 des meilleurs buteurs avec 11 réalisations. Le calendrier donc de la 19e journée qui s'ouvre dès ce soir avec un certain Getafe Malaga. Demain samedi, on aura Girone contre Las Palmas. Le Real Madrid joue gros face à Villarreal. Ça va être un match aussi intéressant, peut-être compliqué pour les Madrilènes. Eibar reçoit Atlético Madrid. Valence en déplacement chez Deportivo La Corogne. Dimanche, Levante Celta Vigo, Alaves Séville. Real Sociedad joue contre le FC Barcelone et puis lundi pour clôturer cette 19e journée, Betis Séville contre Leganés. Muchas gracias Roméo Yetan. Cette fois-ci, on va aller en Outre-Rhin, en Allemagne, où, oui, c'est la reprise également du côté de la Bundesliga. Herzlich willkommen zum Bundesliga. Alles über Bundesliga. Cette saison, il n'y a pas eu 3 semaines d'attente ou bien de repos. Mais ça a été, on reprend plus vite que prévu, Franck Bognawa. Oui, en Allemagne, c'est la reprise après la trêve
il y a quelques semaines, vous l'avez dit. Et là, on reprend dès ce soir avec la 18e journée. Oui. Et le Bayer Leverkusen qui accueille le leader bavarois, qui est en tête avec, on va dire, 41 points. Oui. Et ça va être un match intéressant puisque le Bayer a envie quand même de gagner ce match. On le verra dès ce soir. La suite, ce sera dès demain avec ce match entre le Werder et Hoffenheim. Stuttgart qui accueille Hertha Berlin. Augsbourg joue contre Hambourg. Francfort sera l'hôte de Fribourg. Hanovre 96 du Togolais Ilas Bebou reçoit Mayence, Leipzig, Schalke 04, Cologne, Mönchengladbach et puis le Borussia Dortmund qui a envie de faire une deuxième phase sans faute. Pourquoi pas? Va commencer déjà ce soir contre Wolfsburg. Sinon, on peut déjà commencer par dire adieu au titre. Mais c'est vrai que le Borussia a 28 points, le Bayern 41. Oui. 13 points d'écart. 13 points, c'est déjà fait pour le Bayern, n'est-ce pas? On peut dire, parce que dans le passé, on a vu presque la même situation. Oui, tout à fait. Et les jaunes et noirs n'ont pu rattraper. Même Leipzig a fait mieux la saison dernière. Donc, je pense que pour l'instant, le Bayern est sur la bonne voie avec l'entraîneur Jupp Heynckes. En tout cas, Jupp Heynckes qui fait beaucoup de bien à cette formation du Bayern et beaucoup même pensent comme quoi le Bayern pourrait aller en finale de la Ligue européenne des champions comme en 2013. On va fermer la parenthèse de la Bundesliga, on va ouvrir celle de la Serie A italienne. Tutto calcio Italia. Spacca la porta, segna anche il Team Cup. Et nous sommes toujours dans l'émission Plateau Foot Europe. Nous parlons de la Serie A italienne. Pas de campionato ce week-end, mais on va s'intéresser quand même au 20e acte du championnat. Oui, le 20e chapitre égrené la saison dernière, le week-end dernier. On a eu toujours ce mano à mano entre la Juve et le Napoli, puisque le Napoli recevait le Las Vérone. Victoire du Napoli de 2-0. Et derrière, la Juve, en déplacement à Cagliari, s'est également imposée 1-0 grâce à Bernardetti. Donc toujours un point de différence entre ces deux formations. Mais derrière, on a l'Inter qui va mal. L'Inter qui a du mal à gagner ces dernières journées, puisque l'Inter recevait encore la Fiorentina. Pas de victoire, un but partout. Donc l'Inter qui continue de perdre du terrain sur ces deux clubs, le Napoli et la Juve. Alors on parlera également de la Roma, qui ne va pas fort aussi, justement. Puisque la Roma à domicile a été battue par l'Atalanta Bergame. De buts à 1. N'est-ce pas une surprise? Oui, une surprise. Puisque la Roma quand même face à l'Atalanta ça devrait... Oui, mais voilà, c'est une défaite qui complique la vie aux Romains. On parlera du Milan AC, justement. AC qui revient. Les Rossoneri. Oui, puisque c'est une victoire à domicile sur Crotone, même si c'est un club pas vraiment bien classé. J'imagine la joie de Gattuso. Oui, le Milan qui réalise l'essentiel, 1-0. Et qui marque service minimum. Et qui marque Leonardo Bonucci. Et comment Judo. Qui marque pour sauver le Milan AC. Vous avez vu, sa joie, elle a été démonstrative. Oui, très content. Il ne marque pas tous les jours quand même. La Lazio qui a réussi le carton du week-end, victoire en déplacement à Spal, 5-2 avec un quadruplé de Tiro Immobile. Nous parlons de la deuxième meilleure attaque de Serie A italienne. La deuxième meilleure attaque et le meilleur buteur qui est dans cette équipe, Tiro Immobile. Donc ça va sans dire. Benevento qui enregistre encore une nouvelle victoire, sa deuxième victoire de la saison à domicile face à la Samp. 3-2 avec un doublé de Maximo Coda. Il faut le faire. Le gardien n'a pas marqué. Le gardien n'a pas marqué. Voilà. Et au classement, le Napoli, bien sûr leader avec 51 points. Suivi ou talonné par la Juve, 50 points. Troisième, l'Inter qui décroche vraiment 42 points pour l'Inter. 40 pour la Lazio, 4e. 5e, la Roma, 39 points. 6e, la Samp, 30 points. 30 points également pour l'Atalanta Bergame, 7e. La Fiorentina vient à la 8e position, 28 points. 28 points également pour le Milan AC qui est 10e de ce classement-là.
juste à l'entrée de la zone rouge. On a Spad, 15 points. 15 points aussi pour le 18e, Crotone. Le Hellas, 13 points. Et puis le dernier, le bon dernier, bien sûr, Benevento, 7 unités. Au classement des buteurs, Tiro Immobile reste en tête de ce classement. Tiro Immobile, justement, grâce à son quadruplé, passe devant Mauro Icardi, puisque ça lui fait maintenant 20 buts pour Tiro Immobile, 18 pour Icardi, et puis troisième, Paulo Dybala, 14 buts. Et c'est curieux, le premier est italien, les deux autres sont des Argentins. C'est quand même extraordinaire. On va s'intéresser à cet incident-là qui a lieu dans le match Cagliari-Juventus, où M. Matuidi a fait les frais des cris de singe. Fifi, on est au 21e siècle. Oui, vous comprenez encore ce genre de choses là? Oui, c'est l'italien, ça revient souvent. Comment est-ce que vous le ressentez, ce genre de situation? Ça fait très mal, ça fait mal. C'est vrai que ce sont les adversaires qui ont l'habitude de faire, ils provoquent aussi, ils ont envie peut-être de gagner, ils ont envie aussi de mettre mal à l'aise de l'équipe adverse et ils font ça. Mais c'est très grave, surtout au 21e siècle et que nous voulons mettre le racisme derrière nous et entendre ces cris-là, ça fait mal, surtout quand on est noir. Mais je crois que, comment on l'appelle le joueur déjà, Matuidi fait quand même du bien à ce championnat depuis qu'il est arrivé. Là-bas, il fait quand même du bien à ce championnat et le traiter comme ça, ce n'est pas normal. Maintenant, il faut que des décisions se prennent au niveau de la fédération italienne de football. Il faut sanctionner, il faut rechercher et ces gens-là qui ont l'habitude de faire ça et évidemment les sanctionner même les clubs dont ils sont supporters pour que les responsables de ces clubs-là forment ou bien éduquent leurs supporters et sensibilisent leurs supporters sur ces gens de Matuidi avait déjà essuyé ce genre de cris de singe face au Hellas. Le club a été sanctionné 20 000 petits euros, 20 000 petits euros je le précise. Et ça continue avec Cagliari. Pourquoi c'est toujours en Italie qu'on voit ce genre de choses? Parce que c'est en Italie que ce soit l'État, que ce soit la hiérarchie du football italien, ne prennent pas, toutes ces instances-là ne prennent pas le problème comme il faut. Aujourd'hui, on a complètement démissionné en Italie pour traiter ce problème. On n'a pas des stades où on peut avoir les caméras qui peuvent nous permettre d'identifier les gens et ensuite les sanctionner. On n'a même pas des arbitres capables de réagir parce que dans un tel match, moi je crois que dès qu'on entend ça, on arrête le match. Et il n'y a même plus possibilité de rejouer ce match-là. Il faut sanctionner l'équipe, d'où les cris partent, voilà quoi, défaite. C'est-à-dire c'est en menant ces sanctions-là d'une façon sévère, très coercitive, que l'on pourra espérer que ce problème finira en Italie. L'Italie est coutumier du fait. L'Italie semble totalement indifférente face à ce problème-là. Et moi, ça m'énerve beaucoup. Je pense qu'en 2016, quand Lilian Thuram est passé par le Togo, et j'ai eu l'occasion de parler avec lui sur ce problème, il me disait que les Italiens, ce sont les plus racistes en Europe. Malheureusement, que ce soit la FIFA, que ce soit l'UEFA, que ce soit le gouvernement italien même, ils ont tous démissionné face à ce problème. Je pense qu'il y a eu même une juge africaine qui a été victime de racisme dans le gouvernement italien. C'est dire que l'Italie aujourd'hui, voilà quoi, moi quand je vois ces images-là, je suis tout simplement anéanti. Parce que la couleur de la peau importe très peu. Et si c'est ça la considération des Italiens, je pense qu'ils sont beaucoup plus en arrière que nous. Franck Dougnama, on a l'impression que dès qu'on est un homme de couleur, on ne peut pas jouer dans ce championnat. C'est des attardés, c'est des imbéciles, c'est des sauvages à la limite. Merci. Ils disent souvent que les hommes de couleur sont des sauvages, sont des singes. Je pense que c'est le contraire. On ne peut pas se permettre de continuer avec ces gestes qui n'ont rien à voir avec le football. Hermel l'a dit, la couleur de la peau de quelqu'un importe peu. Quel que soit l'endroit où il se retrouve, je ne pense pas que ce soit ça l'important. Je pense qu'il faut vraiment arrêter ça en donnant match perdu au club dont les supporters réagissent ainsi. Et ça va pouvoir corriger et aller même plus loin. Je
pense que le président de la FIFA aujourd'hui a une origine italienne. Justement. Infantino, donc il faut sanctionner sévèrement pour arrêter ces actes de sauvages, des imbéciles. Moi, je ne vais pas... il est très remonté, Franck Mougnama. Ça fait mal. Si la Juve gagne la Ligue européenne des champions, c'est Blaise Matuidi qui marque le but. Les Italiens ils vont jubiler. Ah oui, ça c'est une bonne question. Ça c'est une bonne question. Je crois que ça, ce sont des faux perdants. Ce ne sont pas des sportifs. Oui. Ceux qui font ça là. Ce qu'ils ont fait à Mario Balotelli, moi ça m'écoeure. Ce que Mario Balotelli a apporté à l'équipe italienne, c'est énorme. On a déjà vu ses supporters jubiler sur un but de Balotelli. Justement, c'est assez curieux, non? Je ne sais pas comment l'expliquer. Soit on va corser les sanctions. Si aujourd'hui le pontife, le pape François dénonce l'indifférence et que les Italiens se comportent ainsi, je suis désolé pour eux. Ah oui, vraiment. Monsieur... tout simplement qu'il va falloir... Mais est-ce qu'ils vont le faire? Est-ce que ça se voit, ça s'entrevoit? Justement, on ne voit rien venir quand même, mais justement, je pense qu'il n'y a que cette condition-là pour les décourager, pour arriver quand même à abolir, je dois dire, ce comportement-là, parce que c'est regrettable. Parce que Pogba, entre-temps, la Juve a essuyé ce genre de critique également. Patrice Evra également est passé par là. Oui, c'est dommage. Hein. Les hommes de couleur, comme on les appelle, mais le blanc n'est pas une couleur. C'est une couleur. C'est une couleur. Et nous à Plateau Foot Europe, on dénonce vivement ce genre de choses parce que franchement, le football n'a pas besoin de ça. On parle quand même de messages universels en football, que vous soyez jaune, vert, noir, blanc ou rouge. On s'en fout. L'essentiel, c'est le football. C'est le ballon qui roule. Fini pour la Toto Calcio et cette fois-ci, nous parlons de la France. Monaco, le champion, et quel spectacle pour une dernière victoire. 100% Ligue 1, Conforama. La Gazette réussit le sien, 28e but de la saison, sous les couleurs de Lyon avant de quitter le club. C'est aussi la rentrée dans l'Hexagone, la France qui reprend, je pense, sa 20e journée, c'est ça? Oui, c'est la 20e journée à partir de ce soir. À partir de ce vendredi déjà, Strasbourg qui reçoit Guingamp. Oui. Le Rennes qui joue l'Olympique de Marseille, ce sera demain. Caen qui reçoit Lille, Dijon qui joue Metz, Montpellier qui reçoit l'AS Monaco, Nice qui joue Amiens d'un certain Serge Gnabry qui n'a rien pu faire la dernière fois face au Paris Saint-Germain. Troyes qui reçoit Bordeaux, et puis dimanche Saint-Etienne joue Toulouse, Lyon reçoit Angers, où est annoncé le Congolais Onyangé, et puis Butel également le gardien. Et Nantes qui reçoit pour clôturer cette 20e journée le Paris Saint-Germain. Claudio Ranieri qui joue face à Unai Emery. C'est le 5e face au premier. Et on sait que Ranieri joue quand même bien à domicile. Et c'est vrai, gagne peut-être pas, souvent pas 1 but à 0, mais arrive quand même à gagner. Vous croyez que Nantes peut tenir tête au Paris Saint-Germain? Pourquoi pas si Montpellier l'a fait? Si Strasbourg l'a fait. Nantes aussi peut le faire, surtout avec un certain... C'était un début de saison. Justement, on va s'intéresser à cette polémique-là, née d'un certain Thiago Silva, le capitaine du Paris Saint-Germain, qui n'a pas compris le pourquoi Javier Pastore et puis Edinson Cavani sont arrivés en retard au regroupement. Et Pastore qui sort sur Twitter lui disant que non, il ne connaît pas forcément le fond de mon problème, il n'a pas à se mêler de ce qui ne le regarde pas. En tant que capitaine, n'était-il pas bon d'aller d'abord aux informations avant de faire ce genre de déclarations? Je crois que c'est suite aux sanctions du coach qu'il a réagi, parce que le coach avait sanctionné les deux joueurs, et Cavani et Pastore. C'est juste après que le capitaine s'est prononcé, peut-être que dans sa sortie, il a raté sa communication. Sinon, ce sont des portes, il peut toutefois les appeler pour savoir ce qui ne va pas avant de se prononcer. Armel? Je pense que ce problème-là, il est plus profond qu'on ne le pense. Il y a un malaise ailleurs. Oui, il y a un malaise. Parce que si clairement, Thiago Silva, qui n'a pas l'habitude de parler, montre au créneau, ça veut dire qu'il y a un malaise dans le vestiaire. Maintenant, est-ce que c'est une sanction privée, Cavani et Pastore, d'un match face à Amiens? Ah oui. Moi, c'est pas une Pastore sanction. qui dit: je n'ai jamais dit que je vais quitter le Paris Saint-Germain, alors que le capitaine dit autre chose. Ah non, je pense que ça, c'est la com. On connaît Pastore, on sait qu'il a des envies d'ailleurs. C'est normal, il ne joue pas.
Mais s'il dit ça, bon, moi je ne vis pas à Paris. Hein, vous avez envie? Pourquoi pas? Dans les conditions de Pastore. Non, moi je pense que le capitaine Thiago Silva a raté sa sortie. Oui. Je n'ai pas attendu la réaction de Pastore pour le critiquer, moi. Justement, je pense qu'il est le capitaine, il doit être au-dessus et être protéger ses voilà, être plus subtil dans sa communication, surtout devant la presse. Oui. Maintenant, il est en train de livrer des coéquipiers à la presse. Je ne trouve pas ça normal. Quelque part, il n'a pas trop maîtrisé la langue. Oui, oui, justement. Il devait être plus simple en disant des problèmes qui vont se régler en interne. Et maintenant, tout Dru livre les joueurs. Je pense que c'est une mauvaise sortie pour lui. Autre polémique également, c'est le cas Kostas Mitroglou du côté de l'Olympique de Marseille. Très très critiqué. 2 petits buts depuis son arrivée sur la Canebière. Oui. Vous connaissez ce joueur? Bien sûr, Mitroglou est arrivé pour marquer des buts. Ah oui. C'est un attaquant, c'est un buteur. Mais malheureusement à Marseille, c'est un joueur discret qu'on voit. C'est un joueur qui n'arrive pas à faire le job, parce qu'il est là juste pour marquer. Il n'est là que pour ça. Donc malheureusement, il n'arrive pas à le faire. Donc c'est normal qu'il soit critiqué. On a vu tout ce que Marseille a déboursé et a dépensé au mercato pour faire venir ces joueurs-là, surtout avec les ambitions du club. Malheureusement, les joueurs recrutés ne vont pas avec les ambitions. Donc c'est normal qu'il soit critiqué vivement, qu'il retrouve son efficacité. Sinon, je pense qu'il passera moins de temps que prévu à Marseille. C'est un mauvais casting. C'est un mauvais casting. C'est un flop. Oui, c'est à cause de lui que les J. Clinton et les Germain sont sur le banc. Moi, je pense que ces 2 joueurs marque plus que lui en match. Absolument. Même maintenant, il y a Valère Germain qui joue beaucoup. Mais ce que moi je ne comprends pas, c'est qu'on mette Ndiaye sur le banc et qu'on préfère par exemple Mitroglou. Même quand on veut faire des changements dans l'attaque, pratiquement Ndiaye ne joue pratiquement. Peut-être c'est pour justifier le transfert. Mais il n'apporte rien dans le jeu. Oui. Son entrée face à, je crois c'était face à Lyon, quand Marseille a été battu de 2-0, était pour moi une entrée catastrophique, rien du tout. Vous n'allez pas le croire, c'est bizarre. Mais des joueurs comme Thauvin, comme Sanson, comme Gustavo marquent plus que Kostas Mitroglou. Bien sûr. Il est pratiquement absent sur le terrain. Ah oui, 2 petits buts. Armel, on va te faire le transfert pour aller du côté de Marseille. Marseille est mieux que Paris, non? Mieux. Ah bon? Mieux par rapport à la culture, à mon avis. Ah, justement. Puis, une dernière question pour clôturer la page Ligue 1. Est-ce qu'on va s'attendre à une meilleure deuxième phase dans ce championnat? Le Paris Saint-Germain intouchable, comme City en Angleterre, par exemple? Je crois que oui, le Paris Saint-Germain restera intouchable. Maintenant, en même temps, il y aura la Ligue des champions en février. Peut-être qu'il ne reste que 2 matchs. Donc. Peut-être, mais dans le cas contraire, si le Paris Saint-Germain doit évoluer plus, doit aller encore plus loin en Ligue des champions, ça pourrait avoir de l'incidence un peu sur son parcours. Mais je crois que le Paris Saint-Germain va marcher également sur la Ligue. Elle a lâché le mot, marcher, c'est-à-dire que le Paris Saint-Germain sans égal du côté de la Ligue 1 Conforama. Merci beaucoup Fifia Sobavi, on reviendra sur les résultats et toutes les leçons à retenir au sortir de la 20e journée le week-end prochain, le vendredi prochain bien sûr dans Plateau Foot Europe, cette fois-ci le débat des spécialistes. Le débat des spécialistes. Les grands joueurs automatiquement ne deviennent pas des grands entraîneurs. Il y a le cas Maradona. Un certain Mancini, il dit Balotelli court, il marche. Des anciens joueurs qui deviennent pour la plupart des grands entraîneurs. La preuve avec Zinedine Zidane, ce qui veut dire qu'ils ont forcément une autre façon de penser le football aujourd'hui. On n'est pas forcément obligé d'être un grand joueur pour être un grand entraîneur, ce que Mourinho a réussi. Mais c'est le côté spirituel, magie, tout ça là. C'est vrai, nous sommes en Afrique, on va me dire que tout peut se passer, mais à 99%, vous gagnez le match sur le terrain. Et l'autre là, on va dire que c'est une chance qui vous a souri. Le débat des spécialistes.
Alors, le débat de spécialistes tourne autour de ces transferts pour l'instant enregistrés lors du mercato hivernal. Messieurs, chers spécialistes, on va s'intéresser d'abord à ce départ inattendu d'un certain Cédric Bakambu qui quitte Villarreal, la Liga espagnole, le championnat des étoiles pour la Chine, pour un chèque de 74 millions d'euros, soit un peu plus de 45 milliards de francs CFA. Il fallait le préciser, Angelo. Est-ce que vous le comprenez, Armel Ouaba? Non, même pas. Et je suis très très déçu parce que en première partie de saison, Cédric Bakambu était l'un des meilleurs buteurs de ce championnat. Il a même titillé Lionel Messi. Ce n'est pas donné à tout le monde. Et à en croire les informations, le Congolais lui-même était plutôt pour un départ en Angleterre. Mais l'argent, le nerf de la guerre, finalement, il a cédé à cela. Puis il faut préciser que le Congolais va désormais toucher 18 millions d'euros net. C'est énorme. Plus de 11 milliards de francs CFA. Par saison sur 4 ans. Et l'autre chose à préciser, c'est que ce transfert-là, véritablement, en effet, ne coûte pas 74 millions d'euros. Alors, oui. C'est 37 millions d'euros. Mais il y a une loi en Chine qui dit que désormais, quand vous enregistrez un tel transfert, il faut accorder ce même montant-là à un fonds de développement pour les joueurs en Chine. Pour le moment, on ne voit pas de développement pour ces joueurs chinois, mais d'où le montant exact. Sinon, le montant exact, c'est 37 millions d'euros. Romero, un tel transfert, déjà préparé la retraite? C'est trop tôt pour Bakambu, au vu de ce qu'il a fait lors de la première phase en Liga espagnole. Peut-être qu'il sentait la difficulté, c'est pas trop. Aller donc en Chine, je crois, il se perd complètement. On n'aura plus de nouvelles de Cédric et sa sélection nationale même ne va pas en profiter. Si c'est qu'il était revenu aller en Italie ou soit dans l'un des champions des 5 majeurs, on peut comprendre. Maintenant en Chine pour de l'argent. Peut-être qu'après on aura des révélations sur ce transfert-là. Bakambu, oui. Fifi Assobavi. Qui va en Chine avec 6 ans. C'est quand même... En Chine avec 6 ans, où il n'y a pas le mode, pour moi, la Chine, il n'y a pas le football là-bas. Est-ce quand on veut faire une carrière, c'est vrai que l'argent pour les Africains aujourd'hui, quand on est un joueur africain, on pense premièrement, la majorité pense premièrement à l'argent, à ce qu'il va toucher. C'est vrai, il va toucher beaucoup d'argent là-bas, mais quand on quitte comme ça Villarreal, en étant pratiquement le meilleur joueur de ce club-là pour la Chine à 26 ans, moi j'ai du mal effectivement à comprendre le joueur et je crois qu'il est en train de se perdre complètement. On va le faire de vue. Bon, peut-être... C'est son choix, il faut le respecter. C'est son choix, on va le respecter et il a préféré plus l'argent et une carrière bien meilleure. Franck Nounyama, c'est vrai qu'on a vu des joueurs comme Didier Drogba, comme Gervinho et tous les autres Africains qui ont rallié la Chine, mais à un certain âge avancé. Mais Bakambu, avec Christian Bassogog, vous vous rappelez de ce joueur-là qui a fait la CAN de le Cameroun, pardon? Le jeune joueur de 18 ans. Le jeune Bassogog. Je pense que l'ancien Sochalien a choisi l'argent. C'est clair. C'est clair et net. 74 millions et puis 18 millions d'euros par saison. Mais ce n'est pas tous les clubs. Absolument. Même pas en Europe. C'est rare. C'est ça qui fait le problème puisqu'il a 26 ans. Ceux qui sont déjà partis là, je prends Gervinho, je prends Drogba, je prends les Carlo Tevez. Justement. Voilà. C'est à un certain âge qu'ils sont partis en Chine, qui est considéré quand même comme un paradis par rapport à ce qu'on paye aux joueurs là-bas. Maintenant, c'est un joueur qui va se perdre un tout petit peu. Pas un tout petit peu, il va se perdre forcément, parce que là, le niveau, ce n'est pas ça. La Chine aujourd'hui, c'est vrai, veut faire venir de grands joueurs pour développer son football. Donc, c'est un choix financier, ce n'est pas un choix sportif pour Bakambu. Et je suis sûr qu'il ne fera pas les 4 ans. Parce qu'il y a des joueurs qui ont fait un tour là-bas et qui ont été déçus. Après, notamment Didier Drogba. Il y a eu des problèmes de contrat, de paiement, tout ça. C'est vrai, ils ont beaucoup de moyens, les Chinois. Mais à un certain moment donné, ça flotte. On n'arrive pas à honorer ses engagements. Et je suis sûr que Bakambu ne fera pas les 4 ans là-bas en Chine. Ézéchiel, est-ce que dans ce genre de négociation, c'est l'agent qui pèse beaucoup plus ou c'est le joueur qui fait ses choix?
Non, je pense que Bakambu a envie d'aller en Chine parce que son agent ne peut pas quand même l'obliger à partir en Chine. Bakambu, s'il a envie de jouer, s'il a un plan de carrière, je pense qu'il n'ira pas en Chine à 26 ans. Surtout qu'il est peut-être au sommet de son art. Il est très en forme en ce moment. Très en forme. Il a été élu même meilleur joueur du mois en Liga espagnole. Oui, c'est le meilleur joueur de Liverpool. Donc, de Villarreal en ce moment, j'allais dire. Donc je ne vois pas pourquoi il est parti. Peut-être qu'il a envie d'aider Eboué, je ne sais pas. Mais moi, j'ai du mal à comprendre ce choix parce que c'est clair, c'est pas un choix sportif. Ce n'est que pour l'argent. Bon, c'est vrai, quelqu'un nous dira qu'on joue au football. S'il est devenu joueur professionnel, c'est pour ça. Donc, c'est son choix, mais c'est un choix regrettable quand même pour nous qui sommes amoureux du football, amoureux du sport. Et surtout pour les jeunes joueurs, les jeunes enfants qui ont envie quand même de progresser dans ce domaine-là. S'il faut jouer pour de l'argent, je pense que ça tue quelque part la passion et l'envie pour ce sport. On va s'intéresser à un autre également qui a bougé. On va parler de Philippe Coutinho qui a quitté Liverpool pour le Barça avec un chèque de 160 millions d'euros. C'est vrai que ça a été déjà le feuilleton de l'été dernier, mais cette fois-ci c'est fait. C'est fait. En Europe aujourd'hui, on a passé le cap des transferts à moins de 100 millions d'euros. Hein. Parce que depuis quelques mois maintenant, c'est au-delà des 100 millions, on voit avec Neymar qui a fait flamber tout. Et après, il y a Mbappé, il y a eu Dembélé également. Bien sûr. Et 160 millions. C'est normal, c'est bon? Moi, je trouve un peu exagéré. C'est vrai que Coutinho, c'est un très bon joueur qui est un polyvalent, qui peut jouer n'importe où en milieu de terrain, qui en attaque également, voilà, qui peut faire beaucoup de choses et que Barcelone avait envie surtout que ce joueur arrive. Et depuis le départ de Neymar, ils ont tout fait. Ça ne s'est pas fait lors du mercato d'été. Oui. Et qu'il nous faut mettre 160 millions, je trouve ça un peu exagéré quand même. Pour moi, c'est un peu exagéré. Maintenant, on va voir ce que Coutinho fera sur le terrain. Moi, je ne doute pas qu'il va apporter beaucoup au Barça. Vous l'aviez dit, ce n'est pas dans la tradition du Barça, mais ils sont forcés de le faire. Oui, bon, ils sont forcés de le faire parce que le Barça veut gagner la Liga, gagner la Ligue des Champions. Et pour gagner ces deux compétitions-là, il faut avoir des joueurs pour remplacer Neymar. Il faut quelqu'un capable de jouer le rôle de Neymar. Et quand vous voyez Coutinho, c'est un joueur polyvalent, comme l'a dit Fifi. Oui. Peut-être pourquoi ne pas apporter beaucoup plus d'assistance au milieu du terrain dès que le FC Barcelone perd le ballon, parce que c'est un joueur qui va vite également. Quand on prend un peu le coût du transfert, c'est pas en fait 60 millions, c'est 120 millions, c'est 120 millions plus 40 millions de bonus. D'accord. Donc c'est le total qui fait 160 millions. Son aide pour le FC Barcelone va être, je dirais, assez importante. Maintenant, il faudrait que le joueur arrive à justifier son transfert. Beaucoup arrivent mais n'arrivent pas à confirmer. Mais s'il peut le faire, tant mieux pour le FC Barcelone. Pourquoi pas. Rapidement, en dernier mot là-dessus, et puis on passe à autre chose. Oui, mais pour les Barcelonais, c'est un joueur qu'ils ont même acheté au rabais. Selon Jordi Mestre, le vice-président du Barça. Oui. 160 millions, c'est au rabais. Oui, 120 millions, bon, disons 120 millions plus 40 millions de bonus. Je pense que c'est au rabais, que Liverpool a revu ses exigences financières à la baisse pour pouvoir le céder à 120 millions. Et ils sont tout contents. Donc, on va s'intéresser à un autre joueur également. Lui, il s'appelle, je pense, Sam Gomez. Non, c'est pas Sam Gomez, mais il est du côté du Bayern. Et le nom m'échappe un tout petit peu. Il est arrivé pour 15 millions d'euros. Le Bayern a besoin d'un tel joueur pour son attaque. Ouais, pourquoi pas, autrement on ne le ferait pas venir. Je crois que l'entraîneur qui dirige cette équipe est un homme très exigeant. Donc il n'irait pas chercher n'importe qui pour, j'allais dire, renforcer son attaque. Oui. Certainement qu'on a besoin d'un tel joueur. C'est pourquoi on veut le faire venir. C'est vrai qu'il y a eu des transferts qui ont échoué par rapport à ce jeune Portugais qui est arrivé, qui n'a pu s'imposer. Vous ne voulez pas de Renato Sanchez? Renato Sanchez. Donc je pense qu'il faut d'abord voir le joueur sur le terrain avant de pouvoir
émettre quelques jugements. Maintenant, juste quelques secondes sur Coutinho. Oui. Si le Barça a pu mettre ces moyens-là, je pense que le joueur est très important. C'est vrai qu'il sera opérationnel en fin janvier pour une petite... Et il ne jouera pas la Ligue des Champions. Voilà, il ne jouera pas la Ligue des Champions aussi. C'est peut-être un manque déjà pour un joueur qu'on a pris à 120, plus 40, 160. Et si le Barça met, je crois, 305 millions sur 2 joueurs, Dembélé et Coutinho, c'est que véritablement ces joueurs doivent prouver quelque chose. Sinon, le centre de formation de ce club fournit toujours de très bons joueurs. Et je pense qu'ils vont pouvoir répondre sur le terrain. Le joueur dont on parlait tout à l'heure du côté de Bayern, c'est Wagner, l'ancien de Hoffenheim, qui est arrivé au Bayern pour 13 millions, 13 petits millions. Sandro Wagner. C'est la tradition. 13 petits millions d'euros. On va parler de Ross Barkley, qui a quitté Everton pour Chelsea. Oui, l'un des joueurs en vue en Première Ligue, surtout au niveau de son poste. Il était aussi convoité par City, je crois. D'accord. Oui, mais il a préféré Liverpool comme d'ailleurs le défenseur de Southampton. Non, Chelsea. Ross Barkley est arrivé à Chelsea. Il est arrivé à Chelsea. Absolument, pour 17 petits millions d'euros. Ah oui, ça pétille. Oui, mais comme je le disais, c'est 2 joueurs qui avaient la possibilité d'aller à City et qui ont préféré ces clubs différents, paraît-il, parce que City n'est pas encore un grand club. Un grand club. Ah oui. City ils n'auront pas de... Ils ont plutôt peur de la concurrence. D'accord, on va toujours continuer à suivre le journal des transferts d'ici fin janvier. Diego Costa. Bon, lui, il est de retour à la maison. Avec un carton rouge. Bon, ça on le met en parenthèse. Ah oui, avec Diego Costa. Cette fois-ci, on va s'intéresser au thème sportif. Regardez le micro, Armel Ouaba. Oui. Le terme, c'est lucarne. Oui, le premier terme que nous allons expliquer en 2018. Oui. Eh bien, lucarne a pour définition le coin fermé par l'angle entre le poteau et la barre transversale d'un but. C'est un tout petit espace voilà, entre le gardien ou la main du gardien et la barre transversale. Le lieu le plus éloigné, le plus difficile à atteindre pour le gardien. Et c'est justement pour ça qu'on va mettre le ballon là-bas. On lui dit, monsieur, allez chercher. Un but inscrit en envoyant le ballon dans la lucarne, le plus souvent, c'est très, très spectaculaire. La lucarne demande de la part du joueur qu'il le réalise, ou qu'il la réalise, excusez-moi, une très grande précision et un très bon coup d'œil. Généralement, on voit le gardien avancer et voilà, on lui envoie le ballon en pleine lucarne d'une façon enroulée. Aujourd'hui, les spécialistes de ce exercice-là, c'est justement Philippe Coutinho. Ah, justement. Philippe Coutinho et puis un Mohamed Salah. Il fait justement honneur à l'Afrique, Mohamed Salah avec son pied gauche, surtout avec les gauchers, c'est magnifique. On voit également aussi Robben le réaliser et Messi le plus souvent aussi. C'est tout simplement spectaculaire quand vous êtes témoin d'une lucarne. Chers spécialistes, est-ce qu'il y a souvent également des buts inscrits sur coup de pied arrêté et envoyés dans la lucarne? Bien sûr, même les tirs au but. Voilà, et vous avez des spécialistes en tête. Le coup franc de Thomas Hassler en Coupe du Monde? Ou c'était la République... lors de l'Euro 80... la République tchèque? Non. L'URSS. L'URSS, la Russie. Contre la Russie. Thomas Hassler. Ah oui, c'était... Non, tu ne voyais pas le football à cette époque. Et donc, 92. L'Euro remporté par le Danemark. 92. Moi, j'ai en mémoire le but de Del Piero, l'Allemagne contre l'Italie, en demi-finale de la Coupe du Monde 2006. Ah oui, justement. Il enroule en plein lucarne et les mains étaient tout comme ça. Ah oui, souvent les gardiens ne bougent pas. Ils accompagnent seulement le ballon mais c'est quand même spectaculaire, surtout les coups francs. Quand le regard devient ton allié. Andrea Pirlo également, non? Bien sûr. Andrea Pirlo, en plein lucarne. lui aussi, le réalisait très très bien. Ouais, c'est magnifique. Même Zinedine Zidane également à l'époque le faisait également très 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 bien. Bien. Et pour les penalties, c'est Lampard. Franck Lampard, il met les ballons en lucarne. En lucarne, là c'est compliqué pour les gardiens. Les filles, vous avez déjà réalisé une lucarne? Pas encore, peut-être non. Pas encore, bientôt. Question des auditeurs. Question de l'auditeur. Plateau Foot Europe.
Alors, la première question pour cette année 2018, comment vous expliquez les mauvais résultats de José Mourinho avec la richesse de son effectif? Gaston Ballot, je pense que quelque part on a déjà répondu à cette question-là dans la première partie de l'émission. Pensez-vous que Alexis Sanchez va rejoindre Manchester United? La question de Serge Aguessi. Oui, les discussions sont très avancées entre le Chilien et le Special One. Oui. Surtout que Eric Mkhitaryan est indésirable actuellement pour José Mourinho, donc il serait même inclus dans le transfert de Sanchez. C'est quand même incroyable. Hein? Incroyable. Et si on ne le fait pas, on risque de le perdre puisqu'il sera en fait de contrat. Justement, en juin. On veut gagner quelque chose en le libérant. Et puis c'est surtout le Chilien qui a envie de partir. Quitter Arsenal. Il va quitter Tonton Wenger. Bien sûr. Actuellement, tout le monde quitte Wenger. La troisième question, elle est de Fabien Djobessi. Marseille ne regrette-t-il pas le transfert de Kostas Mitroglou? Exactement. Là, vous l'aviez dit tout à l'heure que c'est un grand flop. Fifi aussi l'a dit. C'est un flop. On le regrette. Certainement René Garcia aussi, qui a fait un mauvais casting parce que le joueur n'est pas prolifique. Mais c'est un joueur quand même efficace quand il était en Turquie, en Grèce. Non, en Grèce, oui, mais je pas pense. Le même niveau. Oui, mais je pense que c'est. La Ligue est difficile, hein. Avec la Turquie, on a vu ce joueur, c'est un fin buteur. Oui, il a peut-être un début compliqué ou des débuts compliqués en Ligue 1, mais il peut toujours se relancer et retrouver le chemin des buts. C'est pas exclu. C'est pas exclu. Vivement. On a connu des joueurs qui ont passé toute une saison sans marquer de but. Oui, exactement. Même Georges Weah à Milan, il avait eu des débuts difficiles, mais après. Voilà, il a été ballon d'or. Cette question qui arrive, elle est pour Fifi Asogbavi. Quelles raisons donnent les responsables de la Ligue 1 en suspendant la Goal Line technologie? La question est de Komla Degboé. Je crois que c'est en fait la structure qui gère ça. C'est avec cette structure-là. Un petit chat dans la gorge. Oui, on veut résilier en tout cas le contrat, puisque depuis ça ne marche pas. Oui. Il y a des défaillances. Il y a des défaillances au niveau de la société. Il y a eu un match, je me rappelle plus du premier match, mais la dernière fois c'était le match Paris Saint-Germain. Amiens, où le deuxième but. De Rabiot, le but de Rabiot. Le Rabiot, voilà, qui n'a pas été vu par la Goal Line. Et ça fait la deuxième fois que ça arrive, et je crois que c'est. Puisqu'ils avaient déjà menacé la société de mettre fin au contrat si ça se reproduit. Voilà. Et ça s'est reproduit encore la dernière fois. Je crois que c'est sur ça, c'est pour ça qu'ils veulent. On prend le contrat. Goal Control. Goal Control. C'est la société qui. La Goal Line. La vidéo dans le contrôle. La Goal Line techno, il n'a pas vu le but, mais la vidéo a vu le but. Voilà. C'est quand même curieux, non? Alors là, surtout les anti-vidéos doivent se frotter les mains parce que là, pour le moment, ça ne marche pas. Il va être content. La dernière question, est-ce que le Barça est menacé par le fair play financier Roméo avec l'achat à 160 millions de Philippe Coutinho? La question de Jean-Philippe Eda. Pour l'instant, non. Le Barça n'est pas du tout menacé. Mais en ce qui concerne les transferts, on ne se jette pas tout de suite dedans, parce qu'il faut donner un peu de temps à l'UEFA pour mener des enquêtes pour savoir les termes véritablement de ce transfert-là. Mais cette année, vous savez que Barça a déjà vendu Neymar à 222 millions d'euros. Barça aujourd'hui qui n'a pas trop dépensé, au total 312,5 millions pour 6 joueurs, dont Dembélé et Coutinho. Messi, lui seul, cette saison, a amassé plus de 700 millions pour le FC Barcelone. D'euros? Oui, pour le FC Barcelone. Ça veut dire tout simplement que le club dépense certes, mais il y a également des entrées. Mais ils sont guettés, hein. Il y a des indices. Il y a des indices? On en a parlé. Oui, mais justement, c'est vrai qu'il y a déjà eu plus de... Juste pour l'année 2017, il y a 708 millions d'euros de revenus pour dans les caisses du Barça. Oui, pour le Barça, avec 18 millions de bénéfices. C'est énorme. Il y a une grosse marge? Oui, sans même prendre en compte les 222 millions de Neymar. Ah, donc je pense que
le Barça a largement le temps de dégraisser son effectif parce qu'il y a eu des recrues, 6 au total comme Romain vient de le dire, mais des joueurs qui vont forcément continuer avec le Barça, Dembélé, Coutinho, Deulofeu et tous les autres, Paulinho, Nelson Semedo et tous les autres. Et donc je pense que le Barça peut maintenant se permettre de dégraisser son effectif, faire rentrer encore plus de l'argent pour équilibrer les choses, pour ne pas être inquiété par le fair play financier. Il y a Arda Touran, plein de joueurs qui sont là, qui ne jouent pas. Oui. Il est déjà transféré. Vous gardez le micro pour quelques mots à l'endroit des inconditionnels de cette émission. Bonjour à tout le monde. il le fait si simple. Armel Waban. Moi, je vais être long. Joyeux anniversaire à Martha Divon. Je vais saluer les gens de la plateforme Barcelone Forever, Léonce, Armela, Ashley, Sheila, Maurice, Zlatan, Delanov, Mathieu, Yoshua Obelis, Diego, Farouk, Amos, Edem. Franck Nounyama. On va souhaiter nos meilleurs voeux aux inconditionnels de cette émission. Heureuse année 2018, qu'ils soient surtout forts, en bonne santé et qu'ils nous apportent leur soutien tous les jours. Très important. Roméo Yitor. Alors, mes salutations à Kessilik aussi, à Nani Agbala, et l'homme Dogbala, sans oublier tous ceux qui sont à l'écoute d'Adi Ragan et Kofi de Balou. Recevez mes salutations. Dagan, bonjour à toi de l'autre côté. Fifia Sobavi, on boucle avec vous. Oui, bonne heureuse année à tous les fans qui sont sur la plateforme. Oui. Et puis voilà, je salue tous ceux qui ont l'habitude de suivre cette émission. Nous passons également le bonjour à Eligno. On ne peut pas saluer Dagan et oublier Aïcha. C'est Aïcha. Bonjour à Yvette Clousset, à Foudou Sédoua, Latif Yoroma, sans oublier également Grégoire Attignon. Bonjour également à Tchak, à Rodrigue Amekoudi, à Evelyne Benyedi. Merci, chers spécialistes, d'être venus pour ce premier numéro de l'année 2018. Merci également à Elom Adovan qui réalise la vidéo de cette émission que vous pouvez regarder à tout moment. Merci surtout également à Tewa Javon. On se dit à vendredi prochain. Toujours avec le même plaisir. Et d'ici là, portez-vous bien. Tout à l'heure, vous serez avec Franck Nounyama pour les titres de Sport FM Midi. Merci. À très très vite sur Sport FM, la radio qui mouille le maillot.